Je m'appelle Pascal Verstol, je suis médecin gériatre. J'ai été formée à l'acupuncture en 2009. J'ai d'ailleurs fait ma thèse auprès du centre d'évaluation de la douleur à Strasbourg sur l'acupuncture. Et donc, j'ai depuis une curiosité et des formations diverses et variées pour les pratiques complémentaires, avec une formation en aromathérapie, en micronutrition, et cette idée vraiment que, comme mon travail en EHPAD au quotidien, qu'il nous faut en général un éventail de pratiques et d'outils pour accompagner la personne dans sa globalité. Bonjour aux membres de l'association Sian et merci pour votre invitation à participer à votre troisième assemblée générale pour vous présenter l'association COSI qui a vu le jour dans le coin de Strasbourg. Donc, on est dans le Grand Est, on n'est pas trop loin et plutôt dans la région de Strasbourg. Cette association, donc COSI Alsace, est née en janvier 2026. Donc, c'est une association vraiment, c'est un nouveau-né, mais voilà, qui tient un héritage de 2 ans de travail collectif, de professionnels voilà, qui ont pris maintenant l'habitude de travailler ensemble et de se connaître. COSI, c'est un acronyme, c'est le collectif en santé intégrative Alsace, puisque ça a une vocation d'action territoriale. Et pourquoi un collectif en santé intégrative? Eh bien, l'objectif de cette association est effectivement de promouvoir, de développer et de soutenir la santé intégrative en Alsace. Alors, la santé intégrative, Sian, vous connaissez. Donc, je pense qu'on partage, et je sais qu'on partage la même définition de la santé intégrative, qui est effectivement une approche globale de la santé avec un éventail de pratiques et surtout qui est centré sur la personne et qui lui permet d'avoir des outils d'autonomisation aussi. C'est là tout le projet effectivement de COSI autour d'actions qui vont se déployer au fur et à mesure, qui sont des actions déjà de sensibilisation et d'ateliers d'expérimentation de diverses pratiques en soins complémentaires. Et puis, un autre axe, c'est effectivement les parcours, la création de parcours coordonnés en soins complémentaires. Au sein du collectif COSI, on a donc des membres actifs. Parmi ces membres actifs, on a des professionnels de santé qui sont en activité en tant que médecins, pharmaciens, infirmières, sages-femmes, kinés. Et on a effectivement aussi des thérapeutes en soins complémentaires et qui ont comme fondement de leur formation une formation universitaire, scientifique. Certains ont une formation en biologie cellulaire, d'autres en pharmacie. Et puis, avec effectivement une formation complète en thérapie complémentaire, des formations voilà, plutôt longues et validantes. Ensuite, on a aussi des membres au sein de COSI qui sont des personnes soignées, que certains d'entre nous accompagnent et qu'on a conviés en fait à la construction de nos projets et de nos représentations pour que notre réflexion ne soit pas un entre-soi de praticiens de la santé, mais qu'on puisse effectivement garder toujours
ce lien avec les personnes pour qui on construit aussi nos parcours. Comme je disais, une des actions de l'association COSI, c'est donc la construction de parcours coordonnés. C'est des parcours qu'on a construits en soins complémentaires avec l'idée que ces parcours viennent en relais peut-être des soins primaires ou de centres d'expertise en fonction des thématiques. Il existe des parcours en santé intégrative qui associent une consultation médicale conventionnelle, une séance d'hypnose et de diététique. Nous, notre choix a été de construire des parcours en soins complémentaires suffisamment étoffés en termes de propositions pour que cela puisse venir en relais des soins conventionnels et puisse être adressé par des praticiens de santé. Ce que je peux vous dire de notre travail, donc depuis 2 ans, avant que COSI naisse, on avait déjà des réunions régulières à Strasbourg sous l'égide d'Health United. Et puis, s'est construit effectivement un groupe qui avait envie de travailler autrement, de prendre vraiment un chemin d'un groupe de travail particulier. Et on a réfléchi à sur quoi pouvaient reposer en fait nos parcours, sur quelle logique pouvaient reposer nos parcours de soins coordonnés en soins complémentaires. On a construit comme ça une représentation sur 4 piliers de la santé intégrative, qui sont souvent les 4 piliers finalement des médecines traditionnelles, avec un premier pilier qui est la remise en mouvement, là où on a un premier pilier qui est de se remettre en mouvement, parce qu'effectivement, souvent, on peut avoir soit une inactivité physique, mais parfois aussi une certaine sclérose dans ses fonctionnements. Et un des grands talents de la santé intégrative est de permettre justement la remise en mouvement de la personne accompagnée. Un autre objectif qui peut nous mener à la santé, nous ramener à la santé, c'est de calmer le mental. Et là aussi, on retrouve dans toutes les pratiques de soins cet objectif qui nous permet effectivement de se recentrer et de revenir à l'essentiel et revenir aussi à la perception de ses besoins. Et donc cet objectif de calmer le mental fait partie d'un élément des parcours. Nourrir sa santé, Hippocrate l'a dit il y a bien longtemps, que notre aliment sera notre premier médicament. Et ainsi, nourrir sa santé fait partie d'un pilier fondamental pour COSI et pour lequel on va déployer des actions, et qu'elles soient individuelles ou collectives. Et un 4e pilier, effectivement, souvent, à quel moment est-ce qu'on s'alerte pour sa santé? C'est parce qu'on a des symptômes, des signaux de dérèglement. Et donc, ces signaux, en attendant de corriger les 3 autres piliers qui vont être les fondements pour retrouver un état de santé équilibré, on a besoin aussi petit à petit de désactiver ces signaux et ces symptômes et de trouver le moyen de les gérer. Donc là viennent effectivement des outils d'autonomisation qui permettent de plus en plus autonome lorsqu'un symptôme se présente et de pouvoir le désactiver. À COSI, on a construit un petit peu nos parcours avec la symbolique de la chaise. On a effectivement ces 4 piliers, ces 4 pieds. Et puis à un moment donné, on a envie de pouvoir effectivement trouver une assise, trouver un endroit où on peut être confortable et stable.
Et donc, dans nos parcours, la première des choses est de construire et de remettre un petit peu ces 4 pieds de la chaise à niveau et jusqu'à ce qu'on puisse trouver une assise. Et donc, cette assise, c'est l'autonomie. Hein. C'est clairement comment est-ce qu'on peut être autonome dans l'approche de notre santé. Et ben dans une chaise, il y a un dossier. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a trouvé une assise, une stabilité, une certaine autonomie dans l'approche de sa santé, et peut-être des symptômes de sa maladie chronique, puisqu'on parle de santé, mais on parle aussi d'accompagnement de maladie chronique, eh bien, l'idée, c'est aussi de s'adosser à un environnement. Et effectivement, c'est du début du parcours à la fin, c'est comment est-ce que je m'adosse à mon environnement, comment je le prends en compte et comment je peux aussi m'y reposer. Et donc, il y a aussi tout un travail sur l'environnement, qui soit relationnel, qui soit professionnel, de la personne accompagnée. Voilà la construction sur quoi repose en fait nos parcours. La structure effectivement de construction. Autour de cette structure, eh bien, on a besoin de coordination parce qu'il va y avoir plusieurs intervenants. Il va y avoir des propositions de soins individuels. Il va y avoir aussi des propositions d'ateliers collectifs. S'adosser à un environnement, c'est aussi se remettre en mouvement vers les autres et donc appuyer sur les échanges en groupe. C'est aussi se remettre en mouvement et au niveau de sa vie relationnelle et au niveau de la société. Donc, on tient à ce qu'il y ait ces deux propositions, des soins individuels et des ateliers collectifs. Le parcours, il est effectivement en 7 étapes et il est coordonné par un coordonnateur. Donc, la clé de voûte de ces parcours, c'est le coordonnateur. Pour nous, les coordonnateurs, on a choisi des thématiques de parcours. Donc, on a construit là pour l'instant 3 parcours de manière assez aboutie qui sont mieux vivre avec une douleur chronique, bien dormir et mieux gérer son anxiété et comment revivre après un cancer, ou comment se reconstruire après un cancer. Voilà, ces 3 intitulés, ces 3 thématiques, en fait, voilà, visent à se mettre en lien avec des personnes qui peuvent proposer et qui peuvent effectivement souffrir de ces problématiques. Et donc, le coordonnateur, chaque coordonnateur anime sa thématique. On n'a pas un coordonnateur quel que soit le parcours. On a un coordonnateur par thématique et chaque coordonnateur a une pratique un peu experte dans le domaine du parcours qu'il va coordonner. Pour nous, c'est aussi important qu'il soit dans des parcours où il y a des symptômes et éventuellement une maladie chronique possible derrière. C'est important que ce soit un professionnel de santé. Parce que là, effectivement, l'accompagnement, la coordination va demander aussi un certain repérage des drapeaux rouges qu'on peut avoir pour certains symptômes derrière lesquels peuvent se cacher des pathologies qu'il faut savoir réadresser vers des professionnels de santé adaptés. Et donc, ces parcours vont se décliner en 7 étapes. On a d'abord effectivement un rendez-vous d'inclusion avec le coordonnateur. On a pour chaque parcours décliné des critères d'inclusion et des critères d'exclusion. Et le premier critère d'exclusion, et celui-là, il est valable pour tous les parcours, c'est celui de la personne qui n'a pas encore consulté un médecin pour son trouble. C'est important pour nous qu'il y ait eu un premier avis médical, son médecin traitant en particulier, ou bien un spécialiste selon la pathologie qui est derrière.
Dans ce rendez-vous d'inclusion, il y a une évaluation initiale avec des échelles d'évaluation de la qualité de vie et une échelle en lien avec le parcours. Et puis, voilà, une validation d'un objectif, la détermination d'un objectif avec le coordonnateur. Quel est l'objectif de ce parcours? Ce parcours va être suivi pendant 6 mois. L'intérêt du parcours, c'est d'avoir une action synergique en fait de plusieurs pratiques et justement d'agir sur les 4 piliers, de remettre un peu en stabilité cette chaise en travaillant sur les 4 piliers. Mais bien sûr, parfois, il y a un pied de la chaise qui est prioritaire et s'il est vraiment trop raccourci, il faut pouvoir y travailler en priorité. Donc ça va être le travail du coordonnateur, de déterminer les objectifs pour la première phase de 3 mois, mais aussi un objectif à 6 mois qui est quel est l'état de santé que j'ai envie d'atteindre et qui est accessible dans 6 mois. Voilà, donc ça c'est vraiment notre premier rendez-vous avec le coordonnateur. Ensuite se construit, il y a cette co-construction du parcours où le coordonnateur va proposer un petit peu à partir d'une trame évidemment de parcours et certains thérapeutes qui se sont proposés et qui ont une expertise dans le domaine du parcours. Il va proposer des interventions, un suivi individuel en général sur les 3 premiers mois avec une pratique et va proposer 2-3 pratiques en fonction de ce que la personne a déjà essayé, mais aussi en fonction de ses représentations, de ce que la personne se voit pratiquer aussi. Lors de cette première phase de 3 mois, il y a donc un cycle de soins individuels auprès d'un thérapeute minimum. Parfois, dans des situations très critiques, on pourra recommander 2 thérapeutes, mais avec des pratiques complémentaires, qui ne travaillent pas sur les mêmes choses. Et on va aussi, pendant ces 3 mois, proposer un temps d'expression, une régularité d'expression en groupe. Et là, la personne choisit son mode d'expression. Est-ce que c'est psychocorporel? Est-ce que c'est verbal? Est-ce que c'est artistique? Voilà. Et donc là aussi, l'idée est de construire une offre d'ateliers collectifs réguliers qui permettent aussi cette expression et cet accompagnement de groupe. Au bout de 3 mois, où cette phase de soins, cette première phase de soins s'est déployée, on a une évaluation à mi-parcours où il sera question effectivement de repratiquer des échelles, avoir un temps de pause, un temps de recul et d'évaluer déjà une première phase du parcours. La personne soignée, en fait, va là, voilà, avoir ce rendez-vous avec le coordonnateur, remplir les mêmes échelles qu'à l'entrée du parcours, mais surtout va aussi livrer voilà, qu'est-ce qui a progressé pour elle, quels sont les éléments de son objectif qui ont été atteints, ou alors quelles sont vraiment les choses qui freinent et qui pourraient être travaillées autrement. Pendant cette première phase, le coordonnateur est joignable en cas de soucis, d'inadéquation, parfois d'inadéquation interpersonnelle, si le contact avec les thérapeutes n'est pas adéquat, s'il y a réellement un souci, un risque de dérive. Voilà, le coordonnateur reste vraiment la personne référente et qui peut accueillir en fait de la part de la personne soignée les questionnements ou les réclamations, clairement, qui peuvent exister. Mais peut-être aussi, voilà, l'inadéquation. Là, cette pratique vraiment ne m'a pas convenu. C'est pas possible pour moi. Je peux pas. Voilà. Donc là aussi, il y a cette réévaluation au cours des 3 mois. Mais si entre-temps il n'y a pas eu d'alerte, et ben c'est à ce rendez-vous du 3e mois que tout ça est réévalué. Et puis, à nouveau, on redéfinit un plan de soins pour la 2e phase, les 3 prochains mois. Avec soit quelque chose à poursuivre parce que ça a porté ses fruits, et puis on essaye d'enrichir aussi et de regarder, est-ce que nos 4 pieds de la chaise sont maintenant à niveau, est-ce que l'assise est suffisamment stable,
ou est-ce qu'on a vraiment encore des priorités. Et voilà, et on redéroule ces 3 mois et arrive une évaluation finale à 6 mois avec le coordonnateur. Et ce qu'on a décidé aussi de proposer, c'est un suivi 1 mois après avec un contact téléphonique du coordonnateur pour voir un petit peu qu'est-ce que la personne a envie de poursuivre, comment est-ce qu'elle s'autonomise, quels sont les outils qu'elle s'est appropriés. Voilà. Voilà la construction de nos parcours en soins complémentaires, donc, et avec ce fil d'Ariane qui est le coordonnateur et qui est aussi l'ancrage de sécurité de la personne. Dans le déroulement opérationnel de ces parcours, il y a eu donc ce travail de fond, de construction, d'apprendre à se connaître, d'apprendre aussi dans ce groupe de thérapeutes et de professionnels de soins qui vont animer ces parcours et de coordonnateurs. C'est effectivement la première étape est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître chaque pratique. Parce qu'effectivement, on a des thérapeutiques, des thérapies complémentaires qui sont proposées, qui sont très variées. Et donc, on a dans la construction de ces parcours une réunion mensuelle lors de laquelle on se rencontre en présentiel. C'est vrai que le fait d'être dans un milieu urbain facilite aussi le fait de se voir régulièrement comme ça et de ne pas avoir un obstacle géographique parfois. Voilà, donc ces rencontres mensuelles nous ont permis effectivement d'apprendre à nous connaître dans nos pratiques, mais on sent que dans l'articulation maintenant de nos parcours, il y a une étape qui est fondamentale et qui pour nous est un élément qu'il va falloir maintenir absolument pour garder une cohésion entre les professionnels qui agissent qui prodiguent ces parcours ensemble, c'est l'intervision. Voilà. Et ce temps-là, on a commencé à l'expérimenter et c'est très, très riche et source de beaucoup de réflexions et de questionnements. Comment est-ce qu'on fait? On part d'une situation clinique, quelqu'un ramène une situation clinique d'un patient qu'il suit, pour l'instant, effectivement, individuellement. La dernière fois, on a eu une de nos coordinatrices qui a commencé à lancer les inclusions dans les parcours, mais qui a une situation et qui dit, voilà, je ramène une situation pour laquelle j'ai besoin de savoir comment est-ce qu'on pourrait articuler un parcours, quelles sont les pratiques qu'on peut proposer pour cette situation-là en particulier. Et donc, c'est à ce moment-là que prend vie le parcours, d'abord effectivement dans une unité de lieu et autour d'une situation. Et on réfléchit ensemble à qu'est-ce qu'on peut proposer à cette personne. Et donc là se construit le collectif. Là se construit, tiens, moi avec la médecine traditionnelle chinoise, voilà ce que je comprends de cette situation, voilà ce que je propose, voilà mon objectif, et voilà comment je vais y travailler. L'art thérapeute, voilà, moi je propose tant et tant de séances parce que là, pour cette situation-là, il faut du temps. J'ai besoin de construire mes séances comme ça et je vais proposer cette pratique-là. Et donc ce tour de table qui est vraiment la mise en œuvre de ce que va être le parcours et où on entend chacun ensemble au même endroit ce que va proposer l'un, l'autre et qui va être en fait le fondement de ce travail aussi pour le coordonnateur de savoir ce que chacun peut proposer. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on a commencé autour de la douleur chronique. On va avoir là une séance mensuelle, une sur l'anxiété, le sommeil, et une autre sur le parcours après cancer. Et on a décidé qu'on continuerait effectivement à avoir cette implication dans ces temps d'intervision, parce que pour nous, c'est ça qui non seulement fait cohésion, mais permet aussi cette pluridisciplinarité qui pour nous est vraiment aussi, il y a la coordination,
comme clé de voûte, mais il y a aussi la pluridisciplinarité. Le fait de pouvoir discuter ensemble, chacun sentir qu'on est une pièce du puzzle, qu'on n'est pas la pièce essentielle, parce qu'on a tous nos limites dans nos pratiques, mais que par contre, on va amener sa pièce sur le puzzle pour que la personne puisse reconstituer voilà, son entité de santé. Et voilà, donc ça, c'est vraiment, je trouve, dans les pratiques, quelque chose à installer, qui demande un réel effort, parce que oui, c'est une soirée où on n'est pas en soins, on n'est pas rémunéré pour ça, mais c'est la force aussi du collectif, je pense, qui est à promouvoir. Ouais. Je connais cette pratique qui est de proposer à tous d'être autour de la table et chacun d'être à sa place, mais d'être ensemble. Et ça, effectivement, je pense que ça peut être un écueil pour des libéraux, pour des personnes qui sont seules dans leur cabinet, qui ont envie de prendre en charge une personne, parfois de la sauver, et de rester effectivement dans ce collectif et dans la réalité de ses limites aussi, et dans la proposition. Je pense que c'est ce qui permet d'éviter les dérives. Alors effectivement, le financement par rapport à ces parcours, pour l'instant, on est à l'étape où on a construit le concept et que le concept devient opérationnel. Après, sur l'accessibilité financière, ça a évidemment été un souci dès la conception du parcours. Et c'est là où les personnes soignées nous ont beaucoup aidés, parce que dès le départ, elles nous ont dit, et pour des personnes qui, au départ, n'ont pas forcément des moyens, souffrent d'une maladie chronique, nous ont dit, eh ben moi, je mets déjà 150 € par mois dans mes soins complémentaires. C'est la somme que je m'accorde, mais c'est la somme maximale pour des personnes qui sont en invalidité, hein, qui ont déjà des réductions de ressources. Mais c'est dans le cadre d'une maladie chronique, ce qui leur semble nécessaire actuellement. Et parfois, ça va au-delà. Hein. Donc, on s'est fixé ça comme limite de frais. Engagé par la personne dans le cadre d'un parcours au niveau mensuel. Mais l'idée, c'est surtout d'être en dessous. Donc, pour cela, c'est la raison pour laquelle on a essayé de construire déjà un modèle de parcours où il y a des temps collectifs qui réduisent le coût et des temps individuels, et où sur le temps individuel, on a essayé de négocier un tarif où les thérapeutes, en fait, s'alignent sur un tarif parcours. Quelque part, voilà, c'est l'idée de la... Alors, ça a été vraiment une discussion hein, qui n'est pas évidente, parce qu'effectivement, on donne la même qualité de soins pour cette personne lorsqu'on la voit en individuel. Mais par contre, on sait qu'au sein de ce parcours, il va y avoir un travail sur la nutrition qui va être fait, un travail sur l'éducation thérapeutique qui va être fait par ailleurs. Et que donc ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas forcément mettre dans une consultation qui va être autour d'1h30 ou 2 heures, mais qu'on peut centrer notre soin autour de notre pratique spécifique. Donc, par exemple, voilà, c'est là où une ostéopathe nous a dit, eh bien, moi qui prends 1h30 habituellement avec quelqu'un parce que je revois un petit peu tous les fondamentaux, je fais de l'éducation, eh bien, je sais que ce travail-là sera fait ailleurs, je vais recentrer mon soin sur 1 heure et donc je peux avoir ce tarif négocié. Et on a aussi donc cet outil, ce support qui permet de gagner du temps et qui est entre les mains de la personne soignée, qui est le livret, qui est aussi la clé de voûte, la deuxième, hein, on a un trousseau de voûte hein, maintenant, hein. Mais qui est effectivement le livret, et le livret qui a été construit par des thérapeutes, une art-thérapeute et une personne soignée, et qui construisent ce livret parce que c'est là que les choses vont se noter, vont s'écrire, et la personne va choisir effectivement de le montrer pour gagner du temps dans le partage des informations.